Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et jeux de société. Aujourd'hui, épisode 8, on parle des jeux qui sortiront à la foire du jeu de SN cette année 2017. Comme à l'habitude, je suis avec Jean-François. Salut JF. Salut Simon. Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oh oui, merci beaucoup. Et bien entendu, je suis Simon. Durant la prochaine heure, plusieurs segments seront au programme, dont le moment mobile, un survol historique de la foire du jeu, nos mentions honorables et finalement notre top 5 des jeux qui sortiront à SN cette année. Mais tout d'abord, un peu d'actualité. Oh, JF, épisode 8 déjà, magnifique. Donc aujourd'hui, un gros épisode bien chargé. Ben quand même, tu sais, c'est la foire des jeux de SN, puis un petit peu comme la Gen Con qui se passe aux États-Unis, ben, c'est un moment assez important pour les nouveautés, des nouvelles annonces, puis des nouveaux jeux qui vont sortir. Puis je pense que comme presque à chaque année, je fais un peu le tour des nouveautés, puis j'essaie de voir ce qui m'attire le plus. Je pense que toi aussi tu le fais depuis quelques années. Oui, c'est ça, je regarde la liste et je regarde les commentaires, ce que les gens disent. C'est sûr qu'il y a énormément de jeux qui vont sortir dans le prochain mois. Je crois que c'est autour de 750 nouveaux jeux qui sont annoncés pour SN cette année. Puis à Gen Con, ça devait être le même chiffre à peu près. Donc c'est vraiment le moment de l'année là, où on veut être alerte et suivre les nouveautés. Ouais, exactement. Donc, ben, pour une fois, on peut pas juste éplucher la liste, mais en parler un petit peu. Fait que je pense que c'était pour ça qu'on voulait le faire et qu'on lance cet épisode-là enfin et on va en parler de vive voix. Absolument, c'est ça. Mais avant, on peut peut-être parler un peu de quelques jeux qu'on a joués récemment. Je sais pas si toi, il y a un jeu que tu aimerais nous parler que tu as joué récemment. Ben, t'en as un de plus que moi, fait que commence donc. Ok, ben en fait, je vais commencer par un jeu qui est un peu moins une nouveauté, puis un jeu que j'avais déjà joué par le passé, mais que j'ai rejoué récemment. On s'est fait comme une 7-8 parties de One Night Ultimate Werewolf. Ouais. Donc, c'est comme une version loup-garou, mais si on veut, mise au goût du jour. Bon, au goût du jour, c'est sorti en 2014, là, donc ça fait quand même un petit moment déjà. Mais bon, c'est loup-garou en une nuit. Fait que dans le fond, personne se fait éliminer, personne attend sur son banc pendant 40 minutes le temps que la partie se termine. C'est tout simplement une nuit de loup-garou, donc on se réveille, on vote, et si on tue un loup-garou, les villageois gagnent. Si on tue un villageois, les loups-garous gagnent. Super bien fait, je trouve. Très belle réinterprétation d'un jeu qui a été assez populaire, mais qui a quand même ses défauts, là. On en a déjà parlé dans des épisodes précédents. One Night Werewolf, donc très bon jeu de party. Je sais pas si toi t'as déjà joué ou si qu'est-ce que tu penses de ce jeu-là? J'ai pas essayé encore, puis je l'ai vu jouer, ça a l'air intéressant, puis c'est un peu, au début je me demandais comment tu peux faire un loup-garou en une nuit. C'est un peu étrange quand même, tu sais, c'est un concept assez étrange, puisqu'on sait que loup-garou, ben, ça se passe sur plusieurs nuits, on va éliminer du monde tranquillement, mais l'aspect de déduction a l'air vraiment intéressant, parce que dans la nuit il se passe des choses, puis les rôles changent, là, puis si je me trompe pas, même tu peux te réveiller, puis t'as un autre rôle, puis tu sais même pas. Exactement, ben en fait t'amènes, je pense, le bon terme qui est intéressant parce que souvent dans ce genre de jeu-là, on va parler des jeux de déduction sociale, mais je trouve que celui-là, il rentre vraiment dans cette catégorie-là parce que justement, comment le jeu se passe, c'est que comme dans Loup-garou, on va fermer les yeux et bon, à tel moment, telle personne va se réveiller, va faire telle action, ainsi de suite. Premièrement, la différence, c'est que presque tout le monde fait une action spéciale, donc dans la nuit, presque tout le monde va manipuler les cartes d'une certaine façon. Et effectivement, tu peux te réveiller puis être plus la même personne. Et l'affaire, c'est que tu le sauras jamais avant la fin de la partie. Parce qu'on peut pas regarder sa carte une fois que la nuit est terminée. Donc si pendant la nuit, quelqu'un a changé ta carte, t'es rendu quelqu'un d'autre, tu le sais même pas toi-même. Et là, on va essayer de retracer les mouvements de cartes qui se sont faits pendant la nuit. On a des petits jetons, en fait, avec les personnages qu'on va comme mettre sur la carte de telle personne en disant « Moi, je pense que toi, t'es loup-garou. » Donc, c'est vraiment un jeu de déduction, réellement. On essaie de retracer qu'est-ce qui a pu se passer durant la nuit. C'est super intéressant. Mais surtout que les petits jetons, si je me trompe pas, ils ont
aucune mécanique, c'est-à-dire que c'est juste pour indiquer ce que tu penses, non? Ah oui, oui, c'est vraiment juste purement accessoire, là. C'est Donc, ça, c'est là. juste pour aider les gens à s'organiser, puis à dire, ah, je pense que lui, c'est lui. Puis là, on mettait le jeton entre deux joueurs. On dit, ok, lequel qui ment de ces deux-là, lequel qui était le voleur, on n'est pas sûr. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire, ah, moi, j'ai bougé telle carte. Ok, ça veut dire que toi, t'es rendu telle personne et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça dure juste Cool. 5 minutes aussi, Ouais, le c'est temps ça, de c'est rapide, là. délibération. Très rapide. C'est ça, on a fait 7-8 parties, 5-6 parties en à peine là, moins d'une heure. Là. Donc très intéressant. C'est pas un jeu non plus où les gens ils vont s'engueuler intense parce que ça dure pas longtemps. Puis des fois tu sais même pas quitter. Fait que t'as beau vouloir défendre ton point, t'es même pas ça. Donc c'est un peu plus léger peut-être qu'un jeu de déduction social où les gens vont vraiment s'envoyer chier là, de chaque bord de la Ouais, table. Là. il y a vraiment une part de hasard dans ce jeu-là, mais j'imagine aussi que c'est pas un jeu qui joue à autant que le loup-garou. Ça se joue jusqu'à 10 joueurs. Ah, quand même. Donc c'est quand même pas pire comme nombre. Je sais pas si 10 c'est peut-être un peu trop pour jouer à ça, mais je trouvais que les rôles ils étaient tous assez diversifiés. Tout le monde avait quand même quelque chose à faire. Ça, je trouvais ça intéressant par rapport à t'es un simple villageois dans Loup-Garou. C'est sûr que pour les fans de Loup-Garou, il y a un attrait là, mais pour le joueur plus usuel, dans le fond, il n'y a pas nécessairement d'attrait à être un villageois normal. Là, alors que là, tout le monde a un pouvoir et tout le monde est actif dans la partie. Là. Ok, cool. Donc, One Night Ultimate Werewolf, pour tous ceux qui cherchent à revivre l'excitation de loup-garou, ben, c'est une option intéressante. Génial. Moi, je voulais vous parler du jeu Mountain of Madness. Alors, c'est Ouh. un jeu qui nous est parvenu de SN, que j'ai pu tester. C'est un jeu de l'auteur Rob Davio, qui est beaucoup connu là, en ce moment pour avoir fait les Legacy, avoir travaillé sur Risk et Pandémie et Seafall aussi, qui sont des jeux Legacy. Il a fait vraiment beaucoup d'autres choses, puis ça fait longtemps qu'il est dans le milieu quand même. Mais là, il nous livre un jeu assez particulier. Mountain of Madness, c'est aussi exactement le titre d'un auteur, Lovecraft, euh, qui travaille beaucoup avec l'aspect Cthulhu, avec l'aspect très un peu fantastique, horreur fantastique si on veut. Dans Mountain of Madness, dans le fond, c'est un roman qu'il a écrit et le jeu prend complètement le titre et est très fortement inspiré du roman. Sans l'avoir lu, là, j'ai une bonne idée de ce que c'est le roman et il y a quand même une bonne thématique là, qui représente bien le livre. Alors, c'est quoi le jeu en soi? Mountain of Madness, c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir monter une montagne, en fait, dans l'Antarctique. On va devoir essayer de retrouver des artefacts cachés dans cette montagne-là. L'affaire avec ça, c'est que plus on va monter, plus on va comme devenir fou sans vraiment s'en rendre compte, sans vraiment qu'on soit conscient qu'on est un peu fou, mais on va faire des choses qu'on sait pas trop pourquoi on fait. Et c'est vraiment, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu de communication. Donc quand on est limité de la façon qu'on peut communiquer, ben, ça rend le jeu un petit peu plus compliqué. En gros, il y a plusieurs phases dans un tour, mais la phase charnière, c'est le moment où on a 30 secondes. On va, au moment où on va retourner le sablier, on va retourner aussi une tuile sur laquelle on est rendu. Là, donc, plus on grimpe la montagne. Et ça va nous donner un objectif. Ça va nous dire, OK, il faut fournir des cartes. Il y a 4 types de cartes dans le jeu, puis ça nous dit qu'il faut fournir une valeur entre 4 et 8, exactement entre ces deux-là. Entre 4 et 8, pas plus, pas moins. Ou ça veut dire qu'il faut exactement 5 fusils pour réussir la mission. Et dans le fond, on va avoir 30 secondes pour communiquer entre nous, essayer de se dire ce qu'on veut mettre. Fait qu'on va, tout le monde, on peut tout se dire, on va se dire ce qu'on a en main, puis qu'est-ce qu'on va mettre, puis qui va jouer quoi comme carte. Et à la fin du 30 secondes, ben, il faut qu'on aille tous jouer nos cartes. Dès on a joué une carte, on ne peut plus communiquer, donc il faut vraiment s'entendre avant de commencer à jouer nos cartes. Et dès que le sablier est terminé, on arrête de parler, on regarde les cartes et on regarde si on a réussi l'émission. L'affaire, c'est qu'on commence avec on est ensorcelé, là. J'ai perdu le terme, là, mais Des on... sorts, des, des ouais, malédictions. c'est ça, on commence vraiment avec des malédictions qui font en sorte qu'on a des gages. Fait que là, le gage se dit pendant la ronde de 30 secondes, quand tu veux parler à quelqu'un, il faut que tu lui flattes le visage. Ou quand tu parles, il faut que tu comptes avec avec une main tous les mots que tu dis. Quand tu parles, en fait, tu peux pas regarder personne dans les yeux, il faut que tu, avec ta main, fasses semblant de parler.
que c'était ta main qui parlait d'abord. Donc, c'est ce genre de gage-là qu'on va recevoir. On va avoir 30 secondes, il faut tout le temps faire notre gage. On n'a pas le droit de dire aussi c'est quoi notre condition et c'est quoi notre problématique aux autres joueurs. Donc, il faut vraiment essayer de vivre avec nos problématiques et essayer de s'entendre le plus vite possible. 30 secondes, ça passe vite. Et on peut pas jouer n'importe quoi parce que si on fournit trop de cartes, ben, on est pénalisé aussi. Donc, c'est un drôle de jeu. C'est un drôle de jeu. On parlait, je pense, la dernière fois des jeux un peu de party pour gamers. C'en est un, ça. Ok, mais est-ce que c'est quand même humoristique? La façon dont tu me parles de ça, ça a l'air d'un truc là où les gens doivent quand même pas mal rire autour de la table ou? C'est vraiment hilarant comme jeu. C'est vraiment ouais. C'est un jeu. Tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est un peu gamer parce qu'il y a quand même beaucoup de règles. Je le simplifie beaucoup, mais il y a comme plusieurs étapes à un tour. Quand même beaucoup de petites choses qui se passent. Mais grosso modo, le jeu, c'est cette phase-là. C'est ça l'important, puis c'est ça qui est le plus drôle, puis le plus original. C'est des fois, on finit une phase de 30 secondes, puis on éclate de rire tellement que c'était compliqué, mais c'était bizarre, puis c'était drôle. T'sais. Il y a un des gages, c'était comme, à chaque fois que quelqu'un dit un chiffre, il faut que tu le répètes. Quelqu'un dit, ah, j'ai 4 marteaux, 4! Ah, j'ai 3, ça, 3! Tu sais, ça. Fait que, tu sais, quand tu mets comme 4 gages en même temps sur la table, ça crée des trucs chaotiques. Puis l'affaire, c'est qu'on commence avec 1, mais chaque joueur peut en avoir jusqu'à 3. Oh, puis le deuxième que tu reçois, il est plus intense que le premier, puis le troisième que tu reçois, il est plus intense que les deux autres. Donc, oui, ça se cumule. Fait que c'est. C'est hilarant. C'est vraiment hilarant comme jeu. C'est vraiment drôle. Ça me semble très difficile de gagner. Je pense que c'est aussi un jeu où plus tu joues, tu sais, t'apprends un peu les stratégies, puis je pense que ça peut être un petit peu plus facile. Mais c'est aussi un jeu que je trouve que peut-être le temps de jeu, la rejouabilité est un peu limite parce qu'une fois que tu connais les gages, il y en a quand même beaucoup, mais une fois que tu connais un peu les gages, ben tu les connais. Fait que t'as pas l'effet de surprise, t'as pas l'effet de. Tu sais, je comprends pas trop c'est quoi son gage, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il fait ça. Puis, tu sais, c'est parce qu'il y a un gage que c'est. À chaque fois, si quelqu'un dit un pistolet, ben tu pars à crier puis tu peux plus rien dire du 30 secondes. C'est quand même massif, là, tu sais. Quand tu le sais, tu le fais plus, là, tu sais, tu t'arranges, tu trouves d'autres termes. Fait que c'est des affaires, c'est ces choses-là qui font en sorte que je pense que les 3-4 premières games vont être vraiment bonnes. Après ça, une fois qu'on est habitué au gage, ça risque d'être un petit peu là, du déjà vu, puis ça risque d'être un petit peu plus facile, je pense. Ok, cool, mais vraiment un jeu qui a de l'air de valoir la peine de l'essayer quand même, là, juste super pour l'expérience. Ouais, c'est ça, exact. C'est assez original comme jeu. Un jeu de gage, mais de stratégie, ou c'est un jeu de communication, mais où on est limité, c'est quand même... j'avais pas vu ça souvent. Là. Donc ça, c'était... vraiment cool. Ça, c'était Mountain of Madness. Ok, bon, ben on va y aller avec une autre petite nouveauté que j'ai eu la chance d'essayer récemment, c'est Bears vs Babies. Oh, okay. Donc les ours contre les bébés. C'est fait par Matthew Inman, mieux connu sous le nom de The Oatmeal. Donc c'est un BDiste assez connu. Et c'est lui qui avait fait le jeu Exploding Kitten, ouais, excusez-moi. Exploding Kitten. Donc, il était un tout petit jeu de cartes, un genre de roulette russe. Là. Et là, il revient à la charge avec un jeu qui s'appelle Bears vs Babies. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont se constituer une armée de monstres pour se battre contre des bébés. En fait, des armées de bébés. La mécanique principale pour se bâtir des monstres, elle est quand même assez cool parce que dans le fond, tu as des cartes avec la tête des monstres, avec le corps, avec leurs bras, avec leurs jambes, avec leurs équipements. Et donc, tu vas bâtir tes monstres de cette façon-là. Donc, ça donne des genres de monstres un peu Frankenstein. Là. Tu peux avoir une tête de requin sur un corps de danseuse exotique avec des pieds de singe, avec 2 bras de dragon. Donc tu peux avoir les pires atrocités si on veut là. Les dessins sont superbes bien entendu là. C'est un BDiste assez cool. Donc ses dessins sont très originaux. Et tu te bats contre des armées de bébés diaboliques. Donc qui viennent soit de la terre, de la mer ou du ciel. Tout dépendant là, comment ton monstre a été bâti. C'est quand même un jeu plus stratégique qu'il en a l'air. Parce que il y a un des concepts, c'est que quand il y a un combat qui est provoqué, disons, contre les bébés de la mer, là, donc
de l'océan, les bébés de l'eau, euh, tous les monstres qui sont de type eau vont se battre. Alors même si c'est pas toi qui as provoqué le combat, mais que tu as un monstre de ce type-là, tu vas te battre contre l'armée qui s'en vient. Et ton monstre, même si tu gagnes pas, même si tu perds, peu importe ce qui arrive, ton monstre est éliminé. Fait que toi, Ok. tu peux te bâtir un monstre depuis un certain temps, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui provoque un combat contre cette armée-là, ton monstre est obligé de se battre. Et s'il y avait un monstre qui était meilleur que toi, ou si l'armée des bébés est trop forte pour toi, ben tu perds tout simplement tout ce que tu as bâti dans le fond. Ok. Parce que j'imagine que Donc, t'as une récompense si tu gagnes le combat puis si t'étais le plus fort, c'est ça? c'est ça, exactement. Le but, c'est de manger le plus de bébés. What? Quand même assez absurde là, comme thème, bien entendu, ça vient de Oatmeal, donc ceux qui le connaissent, vous saurez un peu quel genre d'humour il a. Euh, Étonnant, c'est pas un chef-d'œuvre, ça paraît que c'est pas nécessairement un jeu là, qui est fait avec tous les soucis qu'on peut retrouver par des designers professionnels d'expérience qui ont fait plusieurs jeux. Mais l'expérience est super bonne, très rapide, les tours sont courts, donc ton tour revient souvent. Et quand même un peu plus de stratégie que ça en a l'air. Et juste pour la thématique et les cartes, ça vaut la peine de l'essayer une fois ou deux pour justement voir les dessins. Et tout ça, c'est vraiment très beau. Ok, cool. C'est une thématique encore assez originale de Oatmeal, là. Je pense que ça a bien marché aussi sur Kickstarter. Celui-là, là, Ouais, j'ai pas les chiffres, là, mais ben Exploding en Kitten fait, avait explosé pas mal les chiffres et... ouais, c'est ça. Puis Bears vs Baby, je crois que sur Kickstarter, ça fait plusieurs mois qu'il ne n'expédie plus ses copies parce qu'il n'y en a plus. Donc il y a plein de gens qui ont backé sur Kickstarter qui n'ont pas encore reçu leur copie justement à cause il y a trop une forte demande pour le jeu. Là. Ah ouais. C'est sûr qu'avec ça, on va aller chercher des gens peut-être qui sont un peu moins gamers, mais ça reste quand même intéressant comme concept. Est-ce que tu l'avais joué, Exploding Kitten? Oui, oui, je l'ai joué plusieurs fois. C'était pas mal en fait. Toi, t'avais joué un peu ou... Ben, je me demandais s'il était plus... Bear vs Baby avait l'air être un petit peu plus compliqué, peut-être, au niveau Oui, des oui, oui, c'est mécaniques. sûr que Exploding Kitten, c'est vraiment là, tu piges une carte, tu joues une carte, donc très très simple. Bears vs Baby, t'as plusieurs actions que tu peux faire dans ton tour, t'as plusieurs combinaisons, il y a une certaine stratégie à avoir. Si tu planifies bien tes choses, tu peux très bien finir avec 0 point. À la limite, Ok. ça peut être un peu frustrant ce côté-là, tu sais, dans le sens que c'est un jeu qui pardonne pas. Là, donc si t'as fait une erreur à un certain point, ça se peut que tu sois décalé avec les autres joueurs et que à chaque fois que tu mettes un nouveau monstre, il y a un combat qui soit déclenché, puis ton monstre il est même pas bâti encore, puis déjà il se fait éliminer. Là. Ok, ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc Bears vs Baby, très drôle. Surtout la boîte. Hein. La boîte, Tabarnouche. elle est faite en fourrure, là, tu sais. Donc il y a la peau d'ours dessus, là. Donc elle est toute douce, là. Puis en même temps, ça ressemble aussi à une boîte de Kleenex, tu sais, dans lequel... tu sais, l'espèce de truc que tu mets par-dessus tes boîtes de Kleenex, là. Ouais, ouais. Pour aller chercher, c'est inspiré de ça. Ça a l'air de ça avec du poil d'ours dessus. Donc c'est quand même assez éclaté comme concept de jeu, là. Ok, alors ben, je crois qu'on est prêt pour un nouveau segment en fait Oh. qu'on a à notre Ouh. émission. Alors il s'agit du segment Moment mobile dans lequel on va parler d'un jeu mobile. Vous pouvez faire des jeux extraordinaires mais vous ne pouvez pas en faire un succès. Les joueurs en feront un succès. Il y a plus de 2,8 milliards de joueurs mobiles actifs chaque mois. Les jeux mobiles génèrent un revenu de 40 milliards de dollars par année. On peut bien prendre un petit 5 minutes pour parler de jeux mobiles. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du jeu Human Resource Machine, sorti en 2015 par la compagnie Tomorrow Corporation. Ils sont connus pour avoir fait World of Goo. Je sais pas si ça c'est quelque chose que tu connais, Ouais, GF, ouais, World World of of Goo. Goo, je le connais, c'était vraiment bon. Ouais, c'est ça, vraiment très bon jeu. Et donc, Human Resource Machine, c'est un jeu qu'on peut trouver sur Windows, Mac, Linux, Nintendo Switch, mais bon, plus particulièrement ce qui nous intéresse, sur votre téléphone, donc Android et iOS. C'est un jeu de programmation visuelle, un genre de puzzle game, où on va jouer un personnage qui travaille dans un bureau, et tu sais, le bureau le plus générique du monde, gris-brun, très déprimant.
Le seul but, c'est de bouger des chiffres de ton inbox à ton outbox. Donc, c'est vraiment une job de bureau. Ce qui est super intéressant avec ça, c'est que c'est un jeu qui aide à apprendre les bases de la programmation. Donc, on va apprendre, pour ceux qui connaissent un peu la programmation, on va apprendre les if, les boucles, plusieurs opérateurs mathématiques. Donc, c'est vraiment un jeu qui est fait pour s'initier à la programmation, si on veut. On a environ 40 niveaux et chaque niveau représente une année au sein de l'entreprise. Donc, on monte les échelles de l'entreprise, de la compagnie. En fait, même entre chaque niveau, il y a une petite cinématique où on prend l'ascenseur là, pour aller à un étage plus haut et améliorer sa carrière. C'est super bien fait, c'est un très très bon défi. En fait, le jeu il est quand même assez difficile. Moi, je fais de la programmation là, de manière assez courante. Quand même, il y a des niveaux qui m'ont donné pas mal de fil à retordre. C'est un jeu aussi qui est très beau, là, très bien fait. Si, pour ceux qui connaissent World of Goo, c'est un peu dans le même genre d'esthétique. Donc des bonhommes qui sont vraiment cute, mais en même temps ultra cyniques. Dans les cinématiques, là, on sent là, le cynisme des bureaux. Tu vois la vieille secrétaire, toute avec les petites lunettes, là, qui est vraiment déprimée de sa vie. Puis C'est assez qui dit que épuré aussi comme design, non? oui, c'est assez propre. En fait, ça se passe tout le temps dans la même pièce. Donc, à chaque fois, tu montes un étage, mais tu es toujours dans le même bureau. C'est toujours presque pareil. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc, c'est vraiment là, la vie de bureau. Là. Euh, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment un jeu très bon pour ceux qui font déjà de la prog puis qui voudraient comme juste tester un peu leurs connaissances ou qui sont intéressés par les jeux de programmation. Et aussi pour ceux qui veulent apprendre un peu la programmation, comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi le concept. C'est un jeu qui est vraiment très cool pour ça. Donc comment ça va se passer le jeu, c'est que c'est toujours en deux étapes. Puis il y a l'étape où on va faire la programmation réellement. Donc on prend des blocs. C'est pas du code qu'on écrit, mais c'est des blocs qu'on va déplacer. Des blocs qu'on va déplacer et qu'on va relier entre eux par des connexions, si on veut. Donc ça va faire notre code. Et après, on pèse sur Play et on regarde notre petit bonhomme là, faire les opérations qu'on lui a demandé de faire. Donc ça peut être aussi simple. Dans le fond, ça va toujours être le même concept. On a à gauche le inbox, qui est une série de chiffres. Et à droite, le outbox, qui est dans le fond ce qu'il faut qu'on... les chiffres qu'il faut qu'on amène dedans. Donc là, disons, la secrétaire va nous dire, OK, il faut que tu amènes tous les chiffres qui sont impairs. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, on va programmer ça. Mais plus tard, ça commence à être plus compliqué. Puis ça va être, mettons, OK, prends les deux premiers chiffres, puis amène le plus grand dans le outbox, l'autre détruis-le. Et ainsi de suite. Donc, prends ce chiffre-là, multiplie-le par 7, amène-le dans la outbox. Et tout ça, c'est fait avec des opérateurs de programmation. Donc, c'est super intéressant pour ça. Pour terminer, donc les pour et les contre du jeu. Les pour, c'est un superbe jeu, très bon jeu de programmation comme je l'ai dit, et ça c'est rare des jeux de programmation qui sont très bons. J'en ai essayé plusieurs et c'est un de ceux qui est vraiment au top de ma liste. Les graphiques sont extrêmement bien faits, drôles et cute à la fois, des petits bonhommes tristes, ultra cernés là, qui travaillent dans des bureaux, donc ça c'est très drôle. Très bon défi. Il y a aussi un système d'achievement qui, dans le fond, te dit est-ce que ton code il est optimisé au maximum. Dans le fond, toi, tu as fait le code avec, mettons, 10 blocs. Ben, à la fin, ils vont te dire ok, mais ce code-là, tu peux le faire avec 6 blocs. Donc là, tu peux bien entendu passer à l'autre niveau ou essayer de réussir là, de la manière la plus optimale possible. Point contre, l'engin justement dans lequel on va coder de blocs qu'on va déplacer. Quand tu es rendu dans les missions plus avancées, ça commence à être un peu compliqué à gérer. Il y a beaucoup de blocs, beaucoup de connexions. Ça peut être dur vraiment de savoir, de se retrouver à l'intérieur de ça. C'est sûr, sur un téléphone, c'est peut-être un peu plus petit. Donc, j'imagine que le défi vient de là. Et aussi, une des choses, c'est que des fois, tu vas comme accrocher un bloc sans faire exprès, puis le déplacer, puis là, ça va détruire tout ton code. Et il n'y a pas de bouton undo. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois juste de déplacer un bloc par erreur, et mon code ne fonctionnait plus. Donc, ça, c'est toujours triste. Mais sinon, très bon jeu. Donc, Human Resource Machine.
Pour tous ceux qui aiment les jeux de prog. Pour ceux qui aiment pas trop se casser la tête, je vous dirais peut-être de passer votre tour. Mais si vous aimez les bons défis de puzzle, c'est le jeu parfait pour vous. Ok, merci Simon. Alors, on est maintenant rendu à la portion où on va parler des jeux qui vont sortir à SN. Yeah! Avant toute chose, ben, SN, c'est un festival de jeux qui existe depuis 1983 et qui regroupe plus de 800 exposants un petit peu partout dans le monde. Et on parle d'environ 170 000 personnes qui s'y déplacent. Encore une fois, de un peu partout dans le monde. Donc, c'est une grosse journée. En fait, c'est 4 jours. Ça se passe directement à Essen, en Allemagne. C'est 4 grosses journées pour eux parce qu'ils sont remplis de l'industrie du jeu de partout dans le monde. C'est une des plus grosses conventions. Elle compare un petit peu à celle de Gen Con, mais je pense que c'est encore la plus grosse de nos jours. Et ben, il y a beaucoup de choses, de nouveautés, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui se réservent leurs plus gros jeux, leurs plus gros hits pour cette convention-là. On en a repéré quelques-uns. Tu veux-tu commencer avec certains qui t'ont marqué un peu? On en a une bonne liste. Comme à l'habitude, on n'aura peut-être pas le temps de passer tout en détail. Je commencerai peut-être avec, dans le fond, un auteur de chez nous, Yves Tourigny. Ouais, Donc, cool. on a déjà parlé de lui un petit peu dans d'autres épisodes, qui est un auteur que je crois que les deux, on apprécie particulièrement son originalité dans ses jeux. Et cette année, il va nous sortir 2 jeux à SN, Cosmogenis et Arkham Noir Scénario 1. Euh, donc, Cosmogenis, je crois que toi, t'avais peut-être fait un peu plus de recherche que moi là-dessus. Pas nécessairement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à savoir, mais je sais pas si t'avais peut-être un petit quelque chose à nous dire là-dessus. Ben, c'est un jeu, j'ai pas beaucoup d'informations non plus. C'est un jeu d'espace, de conquête de territoire qui va être sorti par Ludo Nova. Euh, c'est pas, j'avais pas entendu parler. Je le suis sur Facebook, puis souvent il publie ses trucs. Je l'avais pas vu passer celui-là, donc je sais pas vraiment depuis combien de temps il travaille sur ce jeu. Ça fait peut-être longtemps qu'il travaille dessus, puis c'est un projet qui travaille depuis longtemps. Ça a l'air d'un jeu quand même plutôt massif, plutôt stratégique. Un jeu qui se passe dans l'espace. Tu sais, c'est pas nécessairement un jeu purement de confrontation. C'est pas trop son genre de faire du jeu de confrontation, là. En fait, jusqu'à maintenant, il y en a sorti 3 et euh, c'était pas des jeux de confrontation qui a sorti. Donc, je m'attends plus à une espèce de jeu de gestion de ressources dans l'espace, assez qui tend plus vers le jeu euro. Donc, si c'est bien ça, ben, c'est quand même intéressant. C'est une thématique qui m'attire un peu. Donc, j'ai pas beaucoup plus d'informations recueillies sur ce jeu-là, mais j'ai bien hâte de le voir, avoir une meilleure idée de ce qui se trouve, parce que l'autre jeu plus stratégique qu'il avait fait, là, c'était le jeu Northwest Passage. Et bon, il y a Oh, pas... magnifique. ouais, tu sais, c'est quand même un très bon jeu. Peut-être qu'il est passé un peu inaperçu, puis il est passé un petit peu hors du milieu. On n'a pas entendu beaucoup parler de ce jeu-là, mais il est quand même assez intéressant. Peut-être pas assez innovateur, peut-être pour se démarquer, mais quand même des trucs que j'avais pas vu dans beaucoup de jeux. Puis il y a une thématique forte pour un jeu qui est principalement un jeu euro, en fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce jeu-là. Mais l'autre aussi, il m'attire. Arkham, Arkham Oui, Noir, c'est ça? Arkham Noir, en fait, j'ai pas. Tu sais, c'est des jeux qui sont pas sortis, donc c'est sûr qu'on n'a pas tous les détails là-dessus. C'est un jeu que ça fait longtemps, par contre, sur son Facebook, qui met des images de ça. Ouais. Et de ce que je peux comprendre, c'est un jeu, bon, c'est un jeu d'enquête, là, Arkham Noir, donc c'est vraiment l'esthétique, là, film noir, le détective privé. Et en fait, c'est un jeu solo qui est un jeu de cartes. Mais ça dit end management sur le descriptif, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce d'aspect de storytelling, si on veut, là, donc de livre dont vous êtes le héros, aller à telle carte, aller à telle chose. Donc ça a l'air super intéressant. Très peu de détails, encore une fois, malheureusement. Mais les 2 jeux ont l'air très très cool. Ouais, un autre jeu qui a retenu mon attention, c'est le jeu Gaia Project. Le jeu Gaia Project, c'est fait par les auteurs du jeu Terra Mystica. Donc, on parle d'un jeu
Domestika assez lourd là, au niveau stratégique, tout ça. Gaia Project, c'est un jeu, encore une fois, d'espace. Donc ici, on est un petit peu plus dans le jeu, justement, de confrontation, civilisation, territoire. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dans le jeu-là. Si on se rappelle de Terra Mystica, ben, ce qui était très particulier, c'est aussi la différence entre les différentes factions. Il y a beaucoup de factions qui avaient des pouvoirs différents. J'ai l'impression qu'ils se sont fortement inspirés de leur propre jeu. Donc je peux voir qu'il y a plusieurs factions à ce niveau-là. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ont repris cette mécanique là, qu'on a pu revoir dans le jeu Sight, qui est l'utilisation d'un plateau personnel où on va mettre des objets dessus et quand on va construire ces objets-là, on va le placer sur le plateau, ce qui va nous libérer un espace, peut-être réduire le coût ou nous donner un bonus. Euh, donc, ça a l'air d'être un jeu un petit peu dans la lignée de Terra Mystica, avec une notion probablement un petit peu plus développée vers la civilisation, vers le développement technologique et probablement un petit peu plus vers les pouvoirs vont peut-être un petit peu plus influencer vraiment quelle stratégie on va utiliser. Donc, ça a l'air intéressant. Écoute, Terra Mystica, c'est quand même un jeu que j'ai joué quelques fois, que j'ai beaucoup apprécié. Toujours intéressé à voir leur nouveau projet, ces auteurs. Ah ouais, ça a l'air très, très cool. En fait, j'ai bien hâte de voir ça, un gros jeu dans l'espace, là, donc ça a l'air très intéressant. Un jeu aussi qui a capté mon attention, puis j'imagine que toi aussi, parce que les deux, on est des fans de jeux en temps réel. Je trouve ça toujours intéressant de voir ça. Il s'agit du jeu Kitchen Rush. Ouais, ça a l'air cool. Kitchen Rush, ça a l'air extrêmement cool en fait. Bon, c'est un jeu coop où on est dans une cuisine. Il y a des sabliers un peu partout sur le plateau. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais ça a l'air d'un concept assez éclaté de jeu. Donc j'imagine que les sabliers sont des espèces d'ouvriers, donc dans une mécanique de placement d'ouvriers. Ça a l'air de ressembler à ça. Et les joueurs doivent réaliser des recettes, j'imagine, manipulant des petits ingrédients, parce qu'il y a l'air d'avoir plein de petits ingrédients de bois. Euh, donc, j'en sais pas plus. Je sais pas si toi, t'as quelques détails supplémentaires là-dessus. Non, mais je regarde ça parce que je trouve que ça a l'air de Space Alert. Oui, c'est vrai, un peu. Ça a un côté Space En Alert. étant plus, on s'entend plus simple et plus léger, mais c'est 4 rondes de 4 minutes en temps réel. Ouais, c'est ça. Donc, ça doit passer assez vite, là. Il doit pas se passer... on doit pas faire 200 recettes, mais... Non, c'est ça, exact, mais j'imagine qu'il y a cet aspect d'essayer d'en réaliser le plus possible, puis d'une coordination entre les joueurs pour les sabliers. Ça, on va probablement devoir les utiliser pour produire des ressources, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment, moi, je vois ça. Puis avec autant de sabliers, là, ça fait longtemps qu'on veut ce jeu-là, genre, avec plein de sabliers, là, puis là, il est là, il existe. J'espère qu'il va être bon, mais, tu sais, les premières informations qui nous proviennent de ce jeu-là, là, elles semblent vraiment intéressantes. Ouais, c'est ça, exact. Donc, c'est un jeu à surveiller dans votre radar. Kitchen Rush, jeu en temps réel avec plusieurs sabliers sur le plateau, coopératif, donc où on va être dans une cuisine. Alors, prochain jeu, ben, je pense c'est pas tant de nouveauté, c'est annoncé depuis longtemps, mais c'est Queen Domino. Queen Domino? Donc, un peu l'espèce de Oh. suite là, de King Domino là, qui a gagné le Spiel, le jeu de l'année cette année. Queen Domino semble rajouter beaucoup de matériel, par contre. Ça me semble plus être le petit jeu de 15 minutes casual qu'on joue entre deux gros jeux. Alors, bon, ça n'a pas l'air d'être le gros jeu de stratégie non plus, on parle d'une trentaine de minutes la partie, mais il rajoute beaucoup de matériel, beaucoup d'éléments, il y a des nouvelles tuiles, il y a un petit peu plus de confrontation entre les joueurs et d'interaction. Il rajoute une nouvelle track où on va pouvoir investir pour acheter de nouvelles tuiles, évoluer notre château. Donc il y a l'air de rajouter la petite portion un peu plus gamer là, qui manquait peut-être dans King Domino. Qui est un excellent jeu, là, je recommande fortement. Mais pour un gamer qui veut avoir un petit peu plus profondeur, si on veut, de possibilités, Queen Domino semble être le jeu qui va compléter un peu la famille, qui va permettre d'avoir un peu les deux types de jeux dans le même. Donc vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça. Queen Domino. Ouais, ça a l'air quand même assez intéressant, là. C'est ça, c'est pas juste un genre
le rip-off là, de King Domino, c'est même à se demander est-ce que ce jeu-là il existait avant, il existait en même temps. C'est dur à dire, mais avec les photos puis le matériel, ça a l'air effectivement un peu plus gamer, comme tu dis. Ouais, non, mais je l'ai vu, je l'ai déjà vu en action, j'ai vu du monde jouer, ça avait l'air un petit peu plus de stock, là. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus, tu sais, parce que King Domino, c'est une excellente base, c'est un très bon jeu, vraiment clean, mais bon, c'est pour les... Si tu cherches un petit peu plus d'options, un petit peu plus de possibilités, tu sais, King Domino reste quand même très limité, là. Oui, donc maintenant, un autre jeu qui a retenu mon attention, c'est le jeu Destination X. Ouais. Destination X, en fait, ça a l'air assez spécial comme jeu. C'est un jeu de déduction, mais où, dans le fond, il y a un des joueurs qui va jouer comme le maître du jeu, si on veut. Et il va avoir 6 cartes sur la table, donc avec des destinations géographiques là, existantes. L'espion va choisir, l'espion qui est le maître du jeu, excusez-moi, donc il va être l'espion. Il va choisir une destination et va prendre le... Ça vient avec un livre, dans le fond, qui te dit, qui te donne de l'information sur ces villes-là. Il va l'ouvrir à telle ville et va répondre aux questions que les joueurs vont lui poser en se basant sur ce qui est écrit dans le livre. Ok. Ça me fait penser à un genre de où se cache Carmen Sandiego à un certain point. Excellent. Donc ça a l'air cool. Eux, ils disent vraiment une expérience de jeu différente de ce qu'on est habitué. J'ai bien hâte de voir là, comment ça se traduit. Est-ce que la rejouabilité est bonne? Est-ce qu'une fois que tu as appris un peu ce qu'il y avait comme information pour les villes, tu peux continuer à jouer? Ça va être des choses à découvrir. Mais j'ai bien hâte de voir là, comment ça peut s'organiser ce jeu de déduction là. Jusqu'à 10 joueurs, hein, fait que ça doit être assez intéressant, là, en gang, là. Oui, 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 absolument, exact. Puis ça a l'air d'avoir quand même un côté assez léger, tu sais, peut-être un peu party game, là. Les gens vont poser des questions, puis ça a l'air quand même assez intéressant pour Hmm. ça, là. J'ai juste hâte de voir quel genre d'informations, justement, on va retrouver, là, Ouais, dans le livre en question, là. en effet. Au prochain jeu que je vais vous mentionner, ça va être le jeu Merlin de la compagnie Queen Game et de l'auteur Stefan Feld. Alors, Ouh! ben, c'est un auteur quand même incontournable dans les jeux de stratégie, plutôt européen, assez classique là, dans les placements d'ouvriers, dans les set collection. Euh, donc, il nous sort un nouveau jeu, un peu dans, dans la lignée de ce qu'il fait, de, 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 d'un thème, surtout de mécanique qu'il maîtrise. Encore une fois, Worker Placement, Set Collection, il va y avoir un peu de roulement de dés. Pas beaucoup d'informations par les images que je peux voir qui a l'air ben, sublime quand même le jeu. Généralement dans les Stephen Fell on parle de jeux où tu as plusieurs façons de faire des points de victoire. Il y a toujours la track qui te permet de faire des points de victoire. Toujours beaucoup de possibilités qui vont toutes mener vers faire le plus de points de victoire possible. Mais généralement, il y a tellement beaucoup d'options dans ces jeux-là que c'est toujours des jeux assez intéressants et appréciables. Le dernier jeu que j'ai joué de lui, c'était assez incroyable, là, les possibilités, comment il innovait. Là. Évidemment, j'ai perdu le nom. Mais malgré que ces jeux ont l'air toujours pareils, ils restent quand même... T'sais, il y a souvent des trucs assez intéressants, assez différents et du renouveau dans ces jeux. Alors vraiment intéressé de voir son nouveau jeu, le Merlin de Stephen Feld. Ouais, ça risque d'être très très populaire ça cette année, donc ça va partir vite d'après moi là. Queen Games, Stephen Feld, les deux réunis, ça risque de faire un assez bon mélange. Ouais, ouais, ouais. Un jeu en fait que j'ai vraiment peu d'informations, mais juste que le nom et le visuel du jeu semblent très attrayants. Il s'agit de Dinosaur Island. Ouais, Euh, je sais passer. En fait, ça a vraiment l'air d'être un Jurassic Park, là, donc ça m'étonne pratiquement qu'il se fasse pas poursuivre pour les droits d'auteur tellement ça ressemble. Avec le logo même qui est presque pareil, c'est juste qu'ils ont un Triceratops dedans, donc c'est vraiment similaire. Gros jeu de gestion, j'ai l'impression, où les gens vont essayer de développer
sorte de dinosaures à partir d'ADN de dinosaures repêchés. Et on va créer, dans le fond, notre parc de dinosaures. Donc vraiment avec des installations, j'imagine, où les gens vont venir visiter. Bon, c'est à prendre avec peut-être quelques réserves. C'est sûr que c'est un Kickstarter. Des fois, bon, ça peut être des jeux peut-être un peu moins intéressants. Mais celui-là ressortait quand même du lot là, avec un potentiel quand même pas pire. Puis avec déjà plusieurs bons commentaires là, sur Board Game Geek à ce sujet-là. Là. Le jeu est fluo. C'est quoi ça? C'est donc bien bizarre. Ouais, c'est exactement. On utilise beaucoup le néon, les couleurs néon. Donc ça fait très. Ça fait presque penser au film Drive. Ça n'a pas du tout rapport, mais ça fait un peu penser à ça, le style et l'esthétique. Là. Ouais, c'est particulier. Ben, c'est attirant en effet. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais écoute, ça vaut la peine de peut-être Je vais peut-être pas le le regarder. précommander, mais je suis curieux d'en faire une partie ou deux, Ouais, là, moi aussi. voir qu'est-ce que ça veut dire. Là. Ça a pas l'air simple, hein? Ça a l'air assez massif. Ça fait penser à Zuloreto. Tu fais ton, Oui, ton ça, zoo. ça a un peu un feeling de Zuloreto, effectivement. Peut-être juste à cause que c'est des jeux de Zoo les deux, là, mais ça a l'air un peu plus Ouais, compliqué, par exemple, que ça a l'air plus Zuloreto. Là. gamer, ouais. Ça a l'air plus gamer. Hey, t'as-tu. Écoute, moi, j'ai pas regardé beaucoup ce qui se faisait en tant que remake, reprint ou extension. Avant qu'on passe à nos top 5, t'as-tu quelques Ok, mentions oui. Il nous à reste nous encore dire? énormément de jeux, bien entendu. Comme vous pouvez imaginer, on n'a vraiment pas parlé de tous les jeux. Je pourrais peut-être faire un petit rush rapide de quelques extensions qui vont sortir. Donc, on va avoir l'extension de Terraforming Mars, donc Venus is Next. C'est comme déjà Je la vais pas. deuxième, non? Il y en a déjà une, je La pense, qui est sortie. deuxième extension, je savais même pas qu'il y en avait une déjà. Mais bon, celle-là a l'air assez attendue, donc Venus is Next, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça a l'air quand même d'une assez grosse expansion. Plusieurs cartes à l'intérieur, oui, effectivement, la deuxième expansion. Donc on va avoir comme une cinquantaine de cartes supplémentaires avec des nouvelles mécaniques de jeu. Moi, je suis un grand fan de Terraforming Mars, j'imagine toi aussi. Bon, on n'a pas eu d'épisode encore sur les jeux euh, de cartes ou en tout cas card-driven game, mais bon, ça va venir et on va avoir la chance d'en reparler. Sinon, on a l'extension de Baseball Highlight. Ouh, Je sais que c'est ça un me jeu tente. que toi t'es un très grand fan et moi j'aime beaucoup ce jeu-là. Baseball Highlight 2045, donc l'expansion Spring Training. J'imagine des nouveaux personnages, peut-être quelques nouvelles mécaniques. Je m'attarde pas trop là, sur les extensions, je vous fais ça un peu en rafale. Ensuite, on va avoir l'extension de Small World aussi, Sky Island. Bon, les extensions, en fait, je mens un peu, là, c'est pas vraiment une extension, c'est comme à l'habitude un genre de standalone, mais qui peut être comme fusionné avec les autres jeux, avec certaines mini-extensions qui vont te permettre de faire le pont entre deux jeux. Mais c'est effectivement une nouvelle version complète de Small World qui s'appelle Sky C'est quand Island. même le fun qu'ils fassent Euh, ça. Ouais, c'est cool, ils développent des univers, puis en même temps ils permettent aux jeux de s'intégrer entre eux. C'est toujours des jeux qui sont très beaux. Je suis pas le plus grand fan des jeux de confrontation, mais Small World rentre vraiment dans la catégorie des jeux de confrontation qui sont intéressants, qui sont bien faits, que ça Mhm. c'est pas si grave si tu te fais massacrer tes troupes, il y aura toujours moyen de rebondir. Ouais. Sinon, on a l'extension du jeu Pursuit of Happiness. Ah Alors, ben on en là. avait déjà parlé un peu dans les worker placement. Alors, c'est comme une. Il y avait déjà eu quelques extensions quand il y avait sorti la version sur Kickstarter. Mais là, ça a l'air d'une extension plus massive. Donc, c'est l'extension Community qui va rajouter là, plusieurs nouvelles mécaniques dans le jeu. C'est un jeu peu connu, là, mais moi, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Ah, Donc, c'est magnifique. Et c'est une très magnifique. grosse extension. Là. Je pense que ça vient dans une Nice. boîte complète. C'est comme The Sims, Donc... ce jeu-là. Là. Ah ouais, c'est C'est vraiment surprenant comme The que ce soit Sims, en plus fait. que ce soit pas Là. plus Puis... connu, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est fou. Là. En fait, c'est le mélange entre The Sims et Destin. T'sais, pour tous ceux qui ont joué à Destin quand ils étaient jeunes, vous jouez à ça, puis vous êtes comme, ok, ça c'est Destin, mais comme je voulais que ce soit, Ouais, comme j'imaginais que c'était quand j'étais jeune, tu sais. ouais. Sinon, pour les extensions, mes deux derniers points,
ça serait des nouvelles énigmes ou des nouveaux tableaux, si on veut, pour Unlock et Yay! Exit. Yeah! On n'en a pas non plus beaucoup parlé des jeux de Escape Room et tout ça. C'est sûr qu'on va avoir la chance d'en reparler très prochainement, mais donc des nouveaux scénarios qui continuent de sortir sur ces systèmes-là. On peut même prévoir qu'il va y avoir des nouveaux systèmes qui vont sortir, mais ces deux jeux-là vont avoir des extensions, donc pour les fans, c'est une bonne nouvelle. Sinon, dans cette lignée-là, on pourrait conclure peut-être avec un jeu qui, moi, m'intéresse particulièrement. Il s'agit de Batman The Board Game. Habituellement, je suis malheureusement pas un grand fan des jeux de super-héros. Surtout pas des super-héros avec des propriétés intellectuelles qui existent déjà, là, donc comme Batman. La plupart du temps, j'ai été assez déçu. Mais ça, en fait, c'est un genre de remake de Conan the Barbarian qui est sorti, je crois, il y a 1 an ou 2. Il est un gros jeu à scénario avec des miniatures, tout ça. Je pense qu'il y a un joueur qui va jouer le vilain et les autres joueurs vont jouer les héros. Donc, gros jeu à gros déploiement, plusieurs figurines, plusieurs scénarios différents. Et les figurines, comme vous pouvez l'imaginer, sont absolument magnifiques. Donc, pour les fans de Batman, je crois qu'on va être servi avec un bon jeu très prochainement, même si c'est pas un jeu original. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas parlé d'assez de jeux, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de passer tout de suite à notre top 5. Ça va au moins nous donner la chance de couvrir d'autres jeux supplémentaires. Alors, notre top 5 des jeux qui vont sortir à SN cette année. Bien entendu, c'est des jeux auxquels on n'a pas joué pour la plupart, donc c'est plutôt notre excitation envers la sortie de ces jeux-là. Numéro 5. Ouais, mon numéro 5, c'est le jeu Azul. Azul qui va être le deuxième jeu de la compagnie Plan B. Leur premier jeu était Century Spice Road. Donc, Plan B, deuxième jeu, signe avec l'auteur Michael Kessling, connu pour avoir longtemps travaillé avec l'auteur Wolfgang Kramer. Sur des gros jeux, là, on parle de Tikal, Mixica, des jeux qui datent, puis des jeux assez massifs. Dans celui-là, Michael Kessling travaille seul et il va nous donner un petit jeu un peu de stratégie abstraite, mais qui peut être joué de 2 à 4 joueurs, qui prend environ 45 minutes. Le jeu semble être situé dans une thématique où on va faire des carrelages, on va faire un peu de la céramique, des planchers colorés. Et on va accumuler donc différentes pièces pour créer ce genre de puzzle-là et cette agglomération de pièces. Le jeu il est juste magnifique là, déjà à la Ah, base. le jeu, Là. il est tellement beau. En fait, les tuiles, ils ont l'air d'être en plastique, mais épaisses, avec des beaux dessins, des beaux motifs dessus. En fait, là, ça a l'air tellement beau comme jeu, là. Ben c'est ça, donc vraiment attirant. Encore une fois, bon, jeu de stratégie abstraite, on parle pas d'un gros jeu de stratégie très très massif, mais il a l'air assez clean, assez simple malgré tout. Donc c'est un jeu qui est déjà attirant par sa boîte, par ses composantes, et semble vraiment beau petit jeu là, intéressant. Bien hâte de l'essayer, ce jeu-là, donc numéro 5 sur ma liste, le jeu Azul. Ok, alors mon numéro 5, il s'agit du jeu Scott Pilgrim Precious Little Card Game. Alors c'est un deck building de Scott Pilgrim. J'ai eu des commentaires, j'ai déjà parlé avec des gens qui ont eu la chance d'y jouer et les commentaires étaient plus ou moins mitigés. Mais moi je suis un grand fan de Scott Pilgrim, donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est sûr que ça a l'air d'être un deck building assez classique dans sa forme, où bien entendu le but va d'être de tabasser les ex de notre nouvelle blonde, comme dans Scott Pilgrim. Tellement un bon Euh, film, hein, mais ça fait un bout là, qui est sorti. C'est un peu drôle que maintenant ça sorte, ce jeu-là. ouais, mais Scott Pilgrim, hein, c'est, tu sais, les comics sont sortis il y a quand même plusieurs années. Après ça, il y a eu un film. Et là, il y a un jeu qui sort. Donc, c'est quand même une. Les fans de ça sont irréductibles, si on se peut Ah, se dire. c'est une genre de franchise. Ah ouais, C'est ouais, ça c'est que une tu me dis, franchise, ok. mais pas une franchise qui est abusée dans ses déclinaisons, si on veut, là.
il n'y a pas encore de show télé de Scott Pilgrim, pis tout ça, mais ça pourrait très bien arriver dans les prochaines années parce que c'est très populaire, mais vraiment original, je trouve, comme série. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le jeu de cartes. Si la thématique est bien respectée, puis que le jeu il est entraînant, ça risque quand même d'être un assez bon jeu, là. Il y a l'air d'avoir beaucoup de cartes différentes, avec, encore une fois, les illustrations dessus, des petites descriptions. Ça peut être intéressant pour les fans de la série. Numéro 4. Mon numéro 4 est un jeu qui s'appelle 60 Seconds to Save the World. Ah, c'est un jeu de 60 secondes pour Oh! sauver le monde. C'est pas un jeu qu'on a eu beaucoup d'informations dessus, là, encore très limité au niveau de ce que j'ai pu récolter, mais on parle d'un jeu coopératif où je pense que littéralement on va avoir 60 secondes pour sauver le monde. Donc, c'est pas super mentionné, mais il a l'air d'être assez récurrent sur ce 60 secondes-là. Donc, soit que ça va être une partie de ces 60 secondes ou plusieurs rondes de 60 secondes de communication entre joueurs pour essayer de remplir des objectifs et donc de sauver l'humanité. Un jeu là, qui comprend des mécaniques de coopérative, de End Manager, de Pusher Luck et de Set Collection. Donc, si c'est le jeu que je peux m'imaginer, un espèce de jeu un peu chaotique de fin du monde, où encore une fois de limitation de communication si on veut entre les joueurs, on essaie de résoudre les trucs comme le mieux possible, mais dans un chaos absolu, ben, c'est intéressant. C'est un jeu aussi de la compagnie AEG, qui est quand même une solide compagnie qui font des assez bons jeux normalement. Donc, vraiment intrigué par ce petit jeu 60 Seconds to Save the World. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Encore une fois, par contre, ça, j'essayais de comprendre un peu le jeu, il se basait autour de quoi. Très très peu de détails, mais le 60 secondes qui est très présent. J'ai bien hâte de voir si ça va vraiment être 60 secondes. Ouais, puis je me dis, ça peut pas être autre chose qu'un jeu, c'est ça, le temps réel, co-op, où on va capoter, là. Et on reste exactement dans la même veine avec mon numéro 4. Il s'agit de Pit Crew. Ouhouhou. Pit Crew, donc jeu de Jeff Engelstein, où on va littéralement incarner donc une pit crew dans une course automobile, donc les gens qui s'occupent de faire les arrêts au puits, changer les pneus, ce genre de choses-là. Je crois que toi, JF, tu as eu la chance de le voir en vrai et même peut-être de lire les règles. Je sais pas si tu peux peut-être nous en parler un tout petit peu plus. Oui, j'ai pas essayé personnellement, mais j'ai expliqué à quelques reprises. C'est un jeu qui est intéressant, qui peut jouer jusqu'à 9 joueurs, qui va se jouer à 2 ou à 3 équipes selon le nombre de joueurs qu'on est. On est vraiment ces gens-là, là, je sais pas comment le dire en français, un pit crew, un genre des puits, les travailleurs des puits. L'équipe. L'équipe des puits. Bon, c'est en course automobile. En course automobile, c'est ceux qui vont essayer de devoir changer les pneus, remplir l'essence, changer des pièces de la voiture le plus vite possible pour que la voiture reparte en course. Donc c'est ça qu'on fait. On va faire ça pendant 3 phases et à chaque phase, on va devoir jouer des cartes sur les pneus pour réparer les pneus. Et chaque composante, dans le fond, il y a 3 composantes principales. Il y a les pneus, il y a le moteur et il y a l'essence. Ils ont un peu une mécanique de cartes différente où le moteur, on va devoir jouer des paires, les pneus, on va devoir jouer des cartes. Bon, les cartes qu'on a en main, c'est des cartes numérotées, là. Donc, on va devoir jouer des cartes toujours supérieures, mais pas plus que 4. Ce qui est. Donc, on essaie de faire ça le plus vite possible. En équipe, on peut se parler, communication, c'est une phase temps réel, tout ça. Ce qui est intéressant en jeu, c'est que, tu sais, il y a les règles, ce qu'on doit faire, mais on n'est pas obligé de les respecter pour Ok. avoir comme un genre de bonus. Des fois, tu vas dire, on va pas respecter la règle, mais ça va nous permettre d'avoir ce bonus-là. Puis dans le fond, on finit de changer nos pneus et tout ça. Dès qu'une équipe a terminé, ben, il va prendre un dé, il va rouler le dé jusqu'à ce que les autres équipes aient terminé. Puis le dé, dans le fond, à chaque fois que tu as 6, tu avances une petite voiture sur une piste. Fait qu'on a une petite, il y a un plateau avec une petite piste là, très simpliste où on va faire le tour de ces pistes-là. Le but, c'est évidemment de faire le plus de tours. Donc, pendant que l'autre équipe est encore en train de changer les pneus, là, tu peux commencer à rouler le dé. À chaque fois que tu fais un 6, tu avances d'une case. Et dès qu'ils ont terminé, ben là, on va passer à la résolution. On va vérifier si on a bien respecté les règles pour chaque, si on a bien tout respecté. Chaque fois que tu manques quelque chose ou que tu respectes pas une règle, ça fait avancer toutes les autres voitures de une case.
c'est une petite twist vraiment cool parce que c'est pas toi qui recule, c'est les autres qui avancent, c'est tous les autres. Donc, on va valider le positionnement des voitures. Quand c'est terminé, ben, phase 2, on va retourner notre plateau, puis on va voir, on va refaire grosso modo la même chose, mais il va y avoir les conditions qui vont changer, puis certains petits détails qui vont changer d'une ronde à l'autre. Fait que super dynamique comme jeu, vraiment rapide, là, on parle de comme 20 minutes peut-être, là. Mais vraiment excitant. C'était le fun, ça me donnait vraiment envie de l'essayer. Ben, en fait, moi je suis un fan de Jeff Engelstein, donc Space Cadet, Ouais. Space Cadet Team Duel, je ne me rappelle plus exactement. Dual Dice, c'est ça? Dual Dice, c'est ça Ouais. exact, mais qui était un autre jeu en équipe aussi, en temps réel. Space Cadet, dans lequel il y a beaucoup d'éléments de temps réel aussi. C'est un auteur que j'affectionne particulièrement, puis je trouve qu'il maîtrise bien l'art de faire des jeux en temps réel. Et là, Ouais. je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec un jeu, justement, de plus simple peut-être. Là. Donc, je vois Ouais. 15 à 30 minutes. Il est connu quand même pour faire des jeux assez compliqués, avec beaucoup de règles et tout ça. Euh, j'ai bien hâte de voir si celui-là est peut-être un petit peu plus simplifié. Là. Ouais, vraiment, en tout cas, pour l'avoir lu, là, vraiment plus simple là, que ces autres jeux, là. C'est pas du gamer, là. Comme je dis, ça m'a surpris à quel point c'était rapide une partie, là, parce que les rondes sont pas très longues, il y a juste 3 rondes, puis ah non, c'est bien fait. C'est une bonne réalisation, honnêtement. Pit Crew numéro 3. Mon numéro 3 est le jeu Majesty for the Realm. Se trouve à être, si je ne me trompe pas, le troisième jeu de l'auteur Marc-André, qui est un auteur français bien connu pour avoir fait le jeu Splendor. Donc, il a fait quand même il roule encore. Splendor est encore très, très populaire. Il y a une extension d'ailleurs qui sort prochainement, probablement à la scène aussi de Splendor. Mais moi, je l'affectionne plus particulièrement pour son deuxième jeu qu'il avait fait, qui était Barony, qui est un jeu un petit peu plus gamer, mais tellement simple dans ses mécaniques, tellement épuré. Vraiment, cette même épuration qu'on pouvait retrouver dans Splendor, ben, on l'a retrouvée dans Barony avec un petit peu plus d'options possibles, mais c'est vraiment ce qui était très, très intéressant de ces jeux. Donc, je suis assez curieux de voir son prochain. Ça me semble être un jeu un petit peu entre les deux, entre Splendor et Barony, très fortement inspiré de Splendor avec des cartes, mais un aspect de plateau qui n'est pas un plateau central, mais plutôt un plateau personnage à chaque joueur où on va pouvoir développer notre royaume. Donc, un jeu de contrôle de territoire, d'un jeu de cartes, de placement d'ouvriers. C'est un mélange qui m'intéresse avec cet auteur que je sais qu'il fait des jeux assez très solides, mais dans une simplicité assez incroyable. J'ai bien hâte de voir son prochain jeu, donc Majesty for the Realm. Pardon. Ouais, ben tu m'as donné le goût là avec celui-là. Je l'avais pas noté dans ma liste, mais j'ai très hâte de pouvoir Mais l'essayer. tu l'as essayé, Barony. Ouais, Barony avec toi, c'est toi qui m'avais fait découvrir ça et j'étais vraiment subjugué là, justement par la simplicité, mais la profondeur du jeu. Là. Ouais, moi j'ai toujours dit que c'était un jeu de stratégie abstraite, mais dans un vrai jeu, tu sais, dans un plus gros jeu, là. Ça a toute cette réflexion, cette profondeur de réflexion qu'amène les stratégies abstraites, mais avec un jeu avec un peu plus de matériel, un peu plus d'options, sans être trop non plus, tu sais. Vraiment Ouais, super. puis Majesty, ben le fait que c'est un jeu de cartes principalement, là, ça m'intéresse beaucoup aussi. Là. J'aime Hmm. bien les jeux de cartes et toutes les possibilités que ça l'offre. Là. Mets Ok, ça sur alors ta liste. oui, je mets ça sur ma liste maintenant. Mon numéro 3 en fait, c'est un peu triché parce que c'est 3 numéro 3 donc c'est 3 jeux. En fait, il s'agit de la série Fast Forward de Friedman Freeze. Wouh! Friedman Freeze, auteur allemand qui est connu pour ses jeux vraiment originaux. Dans le fond, c'est vraiment un gars qui sort des sentiers battus. On avait parlé, si je me trompe pas, dans un épisode précédent de Fable Fruit, Ouais. alors qui est un legacy non destructif. Et bien là, qu'est-ce que Friedman Freeze nous réserve? C'est la série Fast Forward. Et ça, c'est 3 jeux qui ont l'air d'utiliser le système Fable, qui semble être renommé comme le système Fast Forward Game. Donc des jeux que tu ouvres la boîte et tu commences à jouer direct.
Et à chaque partie, il y a des règles qui vont se rajouter, il y a une histoire qui va s'écrire, et ça va se transformer. Donc, dans cette série-là, on va avoir le jeu Fast Forward Fear, Fast Forward Flee et Fast Forward Fortress. Donc, on a là-dedans un jeu co-op, on a on a deux jeux de confrontation, un jeu de push your luck, un jeu de collection de sets. Donc, ça a l'air trois jeux qui sont totalement différents, qui n'ont aucun lien entre eux. Très curieux de voir où ces jeux-là peuvent aller et si ce système-là répond bien à plusieurs thématiques et mécaniques différentes là, qu'ils utilisent. Ah, ça a l'air assez particulier, hein. Puis chaque jeu, la description, le début de la description, c'est la même chose. Tu t'assois, tu ouvres la boîte, tu commences à lire, tu commences à jouer. Déjà, ça, c'est un concept intéressant à la base. Puis en plus, il introduit le système Fable, comme tu disais, un peu un genre de legacy non destructible. C'est assez particulier comme truc. Et je pense qu'il est surtout connu pas pour ses projets aussi originaux que ça. Je pense qu'il est encore beaucoup connu pour Power Grid, cet auteur-là. Oui, Mais... oui, ça reste qu'il a fait des chefs-d'œuvre non éclatés, mais depuis les dernières années, je dirais qu'il est dans une phase exploratoire là, avec le jeu, c'est quoi déjà, 451 ou je sais pas trop, 504? le jeu qui a 504? 504, dans lequel il y a 504 jeux avec des mécaniques différentes qui s'emboîtent pour créer les différents jeux. J'aime beaucoup les auteurs comme ça, tu sais, qui explosent le genre puis qui repoussent un peu les limites. Ça fait pas nécessairement toujours des chefs-d'œuvre, là, bien entendu, mais je trouve que c'est important d'avoir ce genre d'auteur-là dans la communauté. Ouais, mais surtout que, si je me trompe pas, j'avais vu passer qu'il pensait faire une extension pour Power Grid, utilisant le système Fable. Ah, oh, ça c'est intéressant là, d'aller chercher un vieux jeu mais de le réintégrer dans un nouveau concept. Ok, ça c'est cool. Avec une de ses propres nouvelles mécaniques qui est un legacy non destructible. Donc peut-être que Power Grid va revoir les tables de jeu bientôt. Ma copie qui est dans ma bibliothèque est là depuis quelques années sans l'avoir joué. C'est un très bon jeu, mais qui a peut-être un peu vieilli avec le temps. Alors peut-être le Fable System ou le Fast Forward System, c'est ça que tu dis? Ça... Ben, en fait, ils appellent ça le Fable System, mais le Fast Forward Game, donc c'est pas encore clair peut-être qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le vrai nom officiel de ça. Il va peut-être falloir attendre une quatrième sortie pour voir qu'est-ce qu'il y en est, là. Parce que le premier c'était Fable Fruit, là il sort 3 Fast Forward. Non, mais ces nouveaux jeux qui sortent, c'est aussi semble intégrer la notion de t'ouvres le jeu, tu commences à jouer. Ce qu'il n'y a pas dans Fable Fruit. C'est ça, exactement. Fait que c'est comme un concept par-dessus un autre concept. Là, Fast Forward série. Mais ça, c'est une idée vraiment géniale. Dans le fond, là, les gens aiment pas lire les règles de manière générale. Donc, en utilisant ça, j'ai hâte de voir si vraiment tu peux ouvrir et commencer à jouer. T'sais. Oui, à mon avis, c'est possible. Juste que ça sera pas un jeu super compliqué. T'sais, ça va être assez simple. Mais c'est un super bon système, une super bonne idée aussi. J'ai vraiment hâte de voir ça. Là. Donc, la Fast Forward Series de Friedman Freeze, c'est à suivre. Numéro 2. Mon numéro 2 est le jeu The Palace of the Mad King Ludwig. Alors, c'est une extension? C'est pas une extension, c'est un standalone. Alors, c'est un jeu de la compagnie Bézier Game. Et dans le fond, ils ont sorti un jeu, là, je pense que c'est 2014, c'est The Castle of Mad King Ludwig. Donc là, ils reprennent un petit peu la même thématique. Dans le Castle, dans le jeu qui est sorti il y a quelques années, on faisait vraiment, chacun de nous, on faisait notre petit château en essayant d'accumuler plus de points de victoire. Ben, dans celui-là, il prend un peu la même thématique, mais là, on est plutôt dans un château en commun. Il y a encore cet aspect de construction qui a l'air intéressant. Donc, j'ai pas beaucoup d'informations sur le jeu. J'ai juste vu la boîte, j'ai fait... Je le veux. Ça, c'est dans mon top 5. C'est dans mon top 5, peu importe. Je vais pas regarder trop d'informations si ça a rien. Je sais que ça va être cool. C'est aussi la même compagnie qui avait sorti là, il y a quelques années avant le château du Roi Fou. Il avait sorti aussi le jeu Suburbia. C'est un jeu de construction de ville assez gamer et qui était assez bon. Aussi, donc ils ont une belle série de jeux, je trouve. C'est pas la compagnie qui a le meilleur design graphique, là. Disons que ça pourrait être un peu amélioré, même le nouveau jeu, le Palace. Il a l'air correct, il a l'air correct.
Mais c'est pas ça qui est le plus attirant, c'est aussi vraiment la diversité là, des possibilités de construction et les nouvelles mécaniques originales là, qui intègrent dans ces jeux. Donc, vraiment hâte de voir le Palace. C'est dans mon top 5 et même en position numéro 2. Oh oui, ben moi aussi, je suis un fan de Castle of the Mad King, donc j'ai bien hâte de voir cette suite non officielle. Mon numéro 2, il s'agit du jeu Viral. Alors, le jeu Viral, c'est un jeu dans lequel on va incarner un virus et on va essayer d'infecter un corps humain. C'est un jeu de contrôle de territoire dans lequel, justement, on va essayer de contrôler certains organes du corps. Ça a l'air vraiment super intéressant comme jeu. J'ai pas beaucoup vraiment d'informations réelles à vous donner là-dessus, mais je pense que toi, JF, t'as eu la chance de le voir et même de l'expliquer quelques fois, le Encore jeu. une Donc, fois. ben encore une fois, t'es aux premières loges pour nous donner de Ben, l'information. malheureusement, un autre jeu que j'ai pas joué, mais que je connais bien, oui, en effet, mais que j'ai expliqué, mais pas encore essayé. Il a l'air vraiment intéressant, là. Comme tu dis, mais c'est vraiment le plateau, c'est un corps humain, là. C'est un corps humain qu'on se combat et tous les joueurs, on est des virus différents, donc on se combat le corps humain pour l'affaiblir le plus possible. quand même Donc, assez cruel, non? assez cruel, mais reste tu sais, le graphique du jeu, le design, il est vraiment c'est quasiment humoristique. Tu sais, on sent pas, là, nos petits microbes sont cute, là, tu sais, c'est pas dangereux, là, t'as pas à Ouais, ben t'inquiéter de ça me ça. rappelle le film Osmosis Jones. Je sais pas Oh, si tu te rappelles de ça. oui, oui, ça fait un peu penser à ça, en effet, pour jeu des années 90, c'est un film des années 90, ça, avec Bill Murray. Ouais, c'est ça, exactement, Ouais, ouais, avec ouais. Bill Murray. Ouais, c'était pas pire. Ça fait un peu penser à ça, en effet. Alors, ouais, on est des microbes, on va se promener. Ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, là, c'est que de un, le corps humain, comme il est représenté, il est assez fidèle à la réalité, à part peut-être quelques petits ajouts là, pour, j'imagine, un meilleur gameplay de jeu. Mais quand on regarde les organes, comment ils sont connectés entre elles avec le système sanguin, très fidèle à la réalité. Donc déjà, ça, c'est un aspect intéressant qu'on voit pas souvent dans les jeux. C'est une thématique aussi assez particulière euh, de devoir infecter un corps humain et être des virus. L'autre truc intéressant, c'est qu'à chaque tour, ben, il y a comme 6 tours dans la partie. À chaque tour, il y a une phase où on regarde qui a la majorité de chaque organe. Quand tu as la majorité, tu gagnes des points de victoire, mais aussi l'échelle de recherche pour ton microbe augmente. À un certain point, quand ton échelle est rendue au maximum, ben, dans le fond, le patient que t'es en train, l'humain que tu es en train d'infecter, ben, a trouvé un remède contre toi. Donc, Il est immunisé. il est immunisé, fait que tous tes microbes s'en vont. Fait que tu wipes le Oh. board au complet. Ah, fait que quand tu fais des points, mais à un certain point, tu vas aussi te faire Exact. retirer du plateau, là. Exact. C'est reste qu'il y a des façons d'avoir des microbes protégés contre ça. Il y a des façons qui en restent un petit peu, mais c'est vraiment. Tu perds presque tout. Donc, c'est vraiment un jeu de majorité, mais où il n'y a pas de. Tu sais, tu vas pas comme rester dans un coin puis juste faire tes points sur ce territoire-là. Tu vas être forcé à se déplacer, forcé à. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'être éliminé, ben moi je vais aller conquérir un nouveau territoire, ce qui va laisser de la place pour un autre, quand il va revenir, il va peut-être. Tu sais, donc beaucoup, beaucoup de mouvements dans le jeu. Et pour un jeu de majorité, là, quand même, bon, on parle d'un bon 2 heures de jeu. Reste pas très compliqué, assez simple, puis l'ergonomie est bien faite sur le plateau. Il y a comme 6 étapes d'un tour, comment ça se passe. 6 étapes assez clean, assez bien faites. Donc vraiment, vraiment intéressant. Là, je te dis qu'il y a quand même un gros buzz sur ce jeu-là en ce moment, là, le jeu viral. Très hâte d'essayer ça. Donc, c'était mon numéro 2 viral, présenté par JF. Merci. De- Et maintenant, le numéro 1. Et on parle d'un seul numéro un parce que c'est le même. Et notre seul crossover là, dans nos listes pour le top 5, et c'est le jeu Charterstone. Charterstone. Oh, Alors, je j'ai pense qu'il tellement y a hâte. beaucoup de gens qui l'ont dans leur numéro 1 aussi. Un nouveau Legacy. Un nouveau Legacy par une Un nouvelle auteur. nouveau Legacy fait par un autre auteur, donc on va peut-être assister à vraiment des nouvelles mécaniques de Legacy qu'on n'avait pas vues avant. Donc quelque chose de peut-être un peu différent de ce qu'on nous a livré Rob Davio par le passé. On va construire un village
Donc ça a l'air d'être un worker placement. Ah oui, mais c'est aussi un Legacy qui n'est pas coopératif. Bon, c'est Oui, sûr que exact. Risk Legacy ne l'était pas. Mais Siphar non plus, hein. C'est juste Pandémie, c'est le ah, c'est seul pour vrai. l'instant. Donc dans le fond, bon, ben c'est un Legacy bien standard. Il a l'air de prendre beaucoup de mécaniques de worker placement, de placement d'ouvriers. Dans le fond, on va construire un village au cours de 12 parties. Ce qui m'intéresse aussi de ça, même si c'est toujours un peu... bon, j'aime pas ça dire ça de même, mais de la bullshit, c'est que ils disent qu'après les 12 parties, dans le fond, t'as un worker placement totalement unique. Ok. Peut-être que c'est vrai, je sais pas si, tu sais, les Legacy, souvent quand c'est fini, tu veux pas nécessairement rejouer, mais si ça peut te faire quand même un beau jeu qui est rejouable, qui est un worker placement quand même respectable, ben je vois pas le problème avec ça, là. Ouais, ben ça pourrait justement faire évoluer le genre, là. Je pense pas que Seafall était comme ça non plus, là, à moins que je me trompe, mais il y en a pas vraiment de Legacy que tu peux rejouer après. Même Pandémie, tu peux pas vraiment rejouer après, là. Ben, c'est que Pandémie, ton plateau, il est détruit après, tu sais. Ah, c'est ça. Là, l'affaire, c'est que dans Charterstone, t'as l'air de commencer pratiquement avec un plateau vide. Ah, Et tout ça a est l'air à qu'il commence avec bâtir. rien. Ouais, exact. Donc, c'est ça qui a de l'air vraiment intéressant. En plus, le jeu, il est magnifique. Mais c'est un placement d'ouvriers évolutif, là. Tu sais, pour moi qui est un fan de jeux européens et de placement d'ouvriers, c'est ça, là. Le Legacy, enfin, il est rendu là, là. Ça va être cool, là. C'est aussi un jeu, là, on peut le mentionner, là. L'auteur, c'est Jamie Stegmaier, c'est l'auteur de Sight, là. L'odeur de Scythe, C'est pas l'odeur de n'importe qui. Viticulture, l'odeur de Euphoria. Euphoria. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part, là. Donc, ben c'est ça, enfin un nouveau, là. Je pense que le Legacy, ben, c'est un mode legit, là, en ce moment. C'est un type de jeu très particulier. On a pu voir dans les dernières années que les jeux destructibles, d'une certaine façon, étaient rendus acceptables avec des jeux comme un peu... ou tu sais, des jeux avec des limites de temps, là. Je pensais à, entre autres, Exit. Exit, Unlock, mais aussi Time Stories, qui est quasiment un des Oui. premiers à l'avoir intégré. Donc ces jeux-là ont comme amené le fait qu'on accepte maintenant de détruire un jeu puis jouer après ou de jouer un certain nombre de parties puis après que ça soit fini. Donc vraiment intéressant là, que ça s'ouvre un petit peu sur différents autres styles. Le jeu, ben, comme tu dis, là, il a l'air magnifique. Un jeu de placement d'ouvriers où ça va évoluer, où on construit une ville. C'est peut-être le jeu de construction de ville rêvé. Enfin, je sais pas. Oh J'ai là, hâte. tu commences à avoir des grosses attentes, là. On a souvent été déçus dans notre vie par les jeux de construction de ville, là. Mais bon, en même temps, je peux y croire, je peux y croire. Ouais. Ben, Charterstone, en tout cas, ça, c'est peut-être pas le jeu rêvé, mais il a l'air très intéressant. Non, Il y a ça tout, promet. il y a tout là, pour être bon, là. Fait que c'est pas pour rien qu'il est en numéro un sur nos deux listes, hein. Non, exactement. Charterstone, un jeu qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. Probablement un des premiers jeux que je vais me procurer de cette vague de SN cette année. Ils vont, Très hâte d'essayer ça. ils vont le sortir assez rapidement en français, là, de ce que j'ai vu, là. Il était déjà... Ah, ok, ça c'est bon. parce que, évidemment, ils sortent dans des langues individuelles, là. Ils peuvent pas te faire de version universelle. Mais version allemande, anglaise, française sont déjà annoncées. Donc, on devrait pouvoir le voir en français assez rapidement aussi, là. Magnifique. Alors, ça fait le tour de notre suivi des jeux d'SN. Bien entendu, il y en a plusieurs dans notre liste qu'on n'a pas eu la chance ni le temps d'en parler. Et il y en a encore beaucoup plus qui n'étaient pas dans notre liste. Donc c'est sûr qu'on va essayer de faire peut-être un épisode récapitulatif une fois que la plupart de ces jeux-là seront sortis pour voir quel jeu aura été vraiment le plus intéressant. Ouais, en effet, faire Euh, un suivi là, quelques mois plus tard, voir s'ils sont arrivés jusqu'à nous, s'ils se sont fait éditer au Canada, au Québec. des fois, il y a des jeux qu'on voit dans ces listes-là, en fait, et ça, je me suis rendu compte de ça avec les années. Dans le fond, il y a des jeux qui ont l'air super intéressants, mais finalement, ils atteignent jamais les boutiques ici. Ils sont vraiment Exact. difficiles à se procurer. C'est des jeux qui tombent un peu dans l'oubli, peut-être qu'ils étaient pas si bons au final, là. Ou Ça, que, c'est ou très... que je revois sortir, mais comme 3 ans après que je l'avais vu sur une liste d'SN ou de Gen Con. Ouais, c'est ça, Tu comprends pas exactement. le C'est délai, des fois, là. le temps qu'un éditeur ou qu'un distributeur ici le prenne, ça peut prendre un peu de temps. Mais bon, je crois que ça va être bien intéressant Ben, de faire un suivi là-dessus. je pense que c'est le petit mot de la fin, là, parce que, tu sais,
savoir que le Québec, on est un peu particulier par notre langue française. Et oui, la France fait beaucoup de jeux, et oui, ils les font en français. Il y a une chance qu'on a la France pour avoir nos jeux assez rapidement faits en français, mais les jeux là, américains, les Américains, ils font leurs jeux en anglais, ils veulent pas les faire en multilangue, ils les font en anglais, donc c'est un travail pour nous de les ramener au Québec, c'est-à-dire que c'est pas tous les jeux qui vont être traduits, il faut qu'il y ait une compagnie au Québec qui dise oui, on va prendre ce jeu-là, on va faire la traduction, on va, tu sais, c'est quand même de l'investissement qui est plus grand que ce qu'on demande à un distributeur normal. Parce que si ton jeu est en français, tu achètes les droits, tu te fais livrer les copies, tu le distribues, c'est fini. Euh, Ouais. Bon point, en fait. Alors que s'il est en anglais ou dans n'importe quelle autre langue, ben, il faut que il prenne sur lui les coûts de traduction et après de le remettre en marché, alors que peut-être que c'est un jeu qui est moins connu ici ou quelque chose comme ça, là. Et ça, si c'est pas fait dès le début, ben c'est un délai de 1 an, voire 2 ans sur la sortie du jeu. En fait, il y a un prix qui se donne ici au Québec, qui est l'As d'or, qui un peu là, à l'image des festivals internationaux. Mais c'est vraiment les jeux qui sont sortis en langue française au Québec. Et souvent dans ce concours-là, on voit des jeux qui sont sortis il y a 2 ou 3 ans, même que c'est même plus des nouveautés. Mais qui vient de sortir et qui vient de voir le jour pour la première fois en boutique au Québec. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a souvent beaucoup de délais entre un moment où on entend parler d'un jeu, on voit un jeu où il se retrouve en boutique et c'est pas pour rien que c'est vraiment pas tous les jeux qui se retrouvent dans nos boutiques au Québec à cause, bon, ben, on se dit la politique, la loi 101, la règle du français est assez importante, puis favorise un peu l'exploitation de jeux qui sont faits dans les deux langues. Donc, c'est sûr, un jeu qui ne sera jamais traduit en français va être a moins de chances de percer sur le marché québécois. Donc, ben, malheureusement, c'est pour ça que des fois, on doit se retourner vers des boutiques en ligne qui nous permettent de faire ces achats-là, même si c'est au détriment de nos boutiques, nos petites boutiques de jeux qu'on aime beaucoup encourager parce que c'est vraiment, ça reste tu sais, un milieu relativement pas si lucratif que ça. Et tu sais, j'ai toujours encouragé les gens à acheter local, à acheter leur petite boutique. Mais bon, des fois, à cause de ce problème-là, là, on peut, ça peut prendre du temps là, avant que nos jeux se retrouvent sur les tablettes là, en français. Ouais, ben c'est un très beau mot de la fin. En fait, j'ai pas grand-chose à ajouter à ça. Donc, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié notre balado cette semaine. Bien entendu, c'est un projet qu'on essaye d'améliorer à chaque fois. Et aujourd'hui, c'était un gros épisode pour nous. Donc, faire le suivi, les attentes envers SN, ça demandait beaucoup de recherche. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez nous suivre principalement sur Facebook, Balado Ludique. Pour télécharger notre podcast, il y a plusieurs options, RZO, Balado Québec, iTunes ou même YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous envoyer vos questions. Ça va nous faire plaisir d'interagir avec vous. Sur ce, JF, merci beaucoup pour ta grande collaboration. Ouais, merci à toi, Simon. Et on se retrouve la semaine prochaine. OK, ben, ciao tout le monde et je continue à jouer.